Bienvenue dans le battement du monde. Entre l'envie et le regret, il y a un point qui s'appelle le présent. Il faudrait s'entraîner à y tenir en équilibre, a écrit Sylvain Tesson dans son roman « Dans les forêts de Sibérie », le livre où il raconte ses quelques mois en ermite, en plein hiver, dans une cabane perdue au fin fond de la Russie. Sylvain Tesson, un voyageur intrigant, un voyageur hors du commun, d'aucuns diront extrême. Mais y a-t-il besoin de vivre isolé des mois et des mois à l'autre bout de la planète ou de faire le tour du monde à vélo pour voir son existence basculer ? Dans ce podcast, mes invités vont raconter le voyage, l'aventure qui a changé leur vie, souvent en mieux, mais pas toujours. Ils se confient sur ces instants qui forment un destin, sur ces quelques secondes qui, avant d'être vécues, ne savent pas qu'elles seront retenues à tout jamais. Le battement du monde, c'est un podcast de Cyril Ardo à retrouver en avant-première sur le blog estenouest.fr, puis sur toutes les applications de podcast. Pour ce premier épisode, on parle d'une histoire d'amour, celle d'une jeune femme avec un homme, mais aussi avec le pays d'origine de ce dernier. Madeline est encore étudiante quand elle rencontre Wissem dans le désert tunisien. Un voyage décidé sur un coup de tête quelques semaines auparavant, sur proposition de sa maman qui voulait célébrer la nouvelle année dans le Sahara. De base, j'étais pas du tout. J'avais déjà un projet. Je devais en fait fêter la nouvelle année en Corse. Et en fait, c'est un soir ma mère qui m'annonce qu'il va fêter la nouvelle année dans le désert tunisien. Et je m'attendais pas du tout à ce qu'elle me raconte ça. Et en fait, y a un petit truc qui s'est allumé, on va dire, en moi quand elle m'a dit ça. Il faut savoir que de base, c'est pas du tout un voyage auquel j'aurais pensé. Enfin, je pense que je savais que ça existait, mais voilà, j'avais jamais vraiment pensé à ça. J'étais pas spécialement attirée par l'Afrique, le Maghreb. Mais voilà, à l'annonce de cette proposition, il y a vraiment quelque chose qui s'est éclairé en moi. Et le lendemain matin, en fait, je lui ai dit, mais tu crois pas qu'il reste une petite place pour moi, parce que ça a l'air vraiment... c'est un peu une opportunité, je me suis dit... c'est un peu un voyage unique, c'est pas un voyage anodin, et je me dis, on me proposera pas ça tous les jours dans ma vie, quoi. Et du coup, je me suis dit, voilà. Toi, à ce moment-là, ton rapport au voyage, c'est quoi ? T'as déjà voyagé ? Quel était ton point de vue là-dessus ? Alors, on va dire que je commençais à avoir justement ce goût du voyage. Mes parents nous ont pas trop inculqué ça, plus l'aventure que le voyage. C'est des grands randonneurs en fait, donc c'est plus la montagne, donc on était tout le temps en vadrouille le week-end, les vacances scolaires, mais plus en France ou en Corse, mais vraiment, je crois que j'ai dû partir une fois à l'étranger avec mes parents, donc c'était vraiment plus la France. Et en fait, j'ai commencé à partir de mes études avec des amis et tout, puis avec les réseaux sociaux aussi, l'arrivée des réseaux sociaux, où on voit que plein de personnes voyagent. Je me suis dit, purée, quand même, ça a l'air super cool et tout. Mais voilà, les études, pas trop d'argent, donc j'ai quand même commencé à voyager en Europe. Mais voilà, ça a commencé doucement, et c'est vraiment en fait après ce voyage-là qui m'a encore plus donné envie après de découvrir le monde. Donc le lendemain, tu dis à ta maman, est-ce qu'il reste une place ? Et visiblement, il restait une place. Tout à fait. Tu embarques combien de temps après pour la Tunisie ? C'était assez rapide, c'était parce que ça c'était du coup donc pour la nouvelle année ce séjour-là, et là on était déjà pratiquement fin novembre, donc j'avais pas de passeport, donc là vite en mairie aller faire un passeport à cette époque-là c'était encore relativement rapide, donc je l'ai eu un peu une extrémiste mais je l'ai eu, et donc voilà à peine plus d'un mois après c'était parti, et donc on a pris l'avion le 30 décembre, on est arrivé dans le désert le 31, donc on a passé une nuit à Djerba, donc c'était en Tunisie, ce séjour-là dans le désert, et donc le lendemain, dès le 31, en fait, on arrivait dans le désert, donc dès le premier jour, ça a été le passage à la nouvelle année, donc c'était pas non plus anodin, quoi, de démarrer le séjour directement avec ce passage-là, voilà. Donc toi, tu avais encore assez peu voyagé, en tout cas loin de la France, tu étais resté en Europe. Tes premières impressions sur la Tunisie et le désert, Djerba et le désert, c'est quoi ? J'étais comme une enfant.
Je regardais tout, enfin rien qu'en fait en arrivant à l'aéroport, du taxi qui nous a amenés jusqu'à l'hôtel où on avait passé la première nuit, je regardais tout. Enfin, c'était extrêmement dépaysant parce que même si j'avais quand même fait plusieurs pays en Europe, ça restait quand même pas extrêmement dépaysant, je trouve, par rapport à ce que voilà, ce qu'on vit en France. Et là, vraiment, bah, tout au niveau de l'architecture, les gens, la culture, la nourriture. Donc déjà, j'étais vraiment, vraiment, j'étais comme une enfant, mais vraiment quoi. Et après, donc tout le trajet, donc on a 4 heures de route entre Djerba et le désert. Et voilà, j'étais vraiment collée à la vitre pendant 4 heures à observer tout et c'était extrêmement dépaysant. On a traversé plusieurs types de paysages, bon, toujours en général très désertiques, arides, mais voilà, des passages plus plats, des passages de montagne. Et dès qu'on est arrivé aux portes du désert, du coup, qui est la ville de Douze, dès qu'on voyait un dromadaire, j'ai vu du coup le premier dromadaire de ma vie, mais j'étais surexcitée. Et dès que je voyais un dromadaire, je me disais, oh, peut-être que c'est le nôtre. Mais non, non, en fait, moi, ce que j'avais pas compris, c'est que dès la première nuit, on serait déjà dans le désert. Et du coup, donc on a quitté 12 et là on a eu à peu près 30 minutes de 4x4. Donc là, j'ai un petit peu testé le Paris-Dakar, quoi. Donc c'était aussi assez sympathique. Et d'ailleurs, on s'est enlisé dans le désert. Voilà, le 4x4 est resté complètement bloqué à genre peut-être, je sais pas, à 200-300 mètres du campement. On a dû terminer à pied. Donc ça a été l'aventure en fait dès le début et j'ai été fascinée en fait dès le début, vraiment. Et pour qu'on se représente bien la scène, le désert tunisien, là où tu étais, il ressemble à quoi? C'est des grandes dunes de sable ou alors c'est plutôt rocailleux? Non, alors on est vraiment en Tunisie, on est sur un erg, donc un désert de sable. Par contre, on est au début en fait de cet erg-là qui s'appelle le Grand Erg oriental. Donc on est quand même que sur du sable, on est dans un désert de sable, mais les dunes sont pas extrêmement hautes. D'accord. Voilà, on est sur des petites dunettes. Surtout au début, là, le premier campement, on est aux portes du désert, donc on n'est pas enfoncé dans des très grandes dunes. Et on arrive, chaque campement se fait dans une zone où il y a quand même de la végétation parce qu'on a besoin du bois pour faire le feu, pour s'abriter du vent, de l'humidité, de la chaleur, tout ça. Du coup, il y avait quand même un petit peu de végétation, même si globalement on est dans des dunes. Et donc là, la découverte du campement, j'imagine, c'est le dépaysement total, pas forcément plus de réseau téléphonique et puis des paysages que tu n'avais jamais vus avant. Ah bah tout à fait. Ça a été dès qu'en fait j'ai mis un pied dehors quand on a dû sortir du 4x4 parce qu'on était embourbé dans le sable. Du coup les hommes ont essayé voilà de désensabler, de pousser la voiture. Moi c'était le cadet de mes soucis. Moi dès que je suis sortie, j'ai sorti mon téléphone et j'étais déjà en mode selfie et j'étais déjà fascinée en fait par ce que je voyais. Alors j'avais pas encore vu le campement du coup parce qu'on était à 200 mètres du campement et on ne le voyait pas. Il faut savoir que c'était un séjour où vraiment le but c'est la simplicité, c'est vraiment un séjour authentique. Donc en fait le campement il est même pas vraiment matérialisé. Enfin, il y a tous les bagages qui sont là, mais il n'y a pas forcément de tente. Enfin voilà, on le voit qu'au dernier moment en fait le campement. Et donc là, j'avais juste des dunes et quelques buissons. Et j'étais déjà fascinée. Je me disais mais waouh, enfin c'est incroyable déjà de voir l'horizon. En fait, moi je viens du Var, donc c'est quand même assez vallonné. Et à part si je vais à la plage, notre regard il est tout le temps coupé en fait. On voit jamais au loin. Et là en fait de pouvoir voir l'horizon, rien que ça c'était hyper impressionnant. Et déjà je trouve que ça remet direct à sa place quoi. Là, on se dit, waouh, on est tout petit. Donc, dès le départ, en fait, voilà, j'ai été fascinée par tout ce que je voyais, et ça a été ça crescendo, en fait, quand on arrive au campement et que j'ai vu, voilà, comment se déroulait la vie, le premier coucher de soleil, les empreintes des insectes dans le sable, les dromadaires, enfin tout, en fait, tout me fascinait, mais c'était incroyable, je n'avais jamais ressenti ça, vraiment. Alors moi, je suis jamais allé dans le désert, mais il paraît que les couchers de soleil dans le désert sont encore plus beaux qu'ailleurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce que tu as ressenti la première fois que tu en as vu un? Alors, je suis peut-être pas très objective, mais oui, en effet, c'est incroyable. Alors, j'ai eu la chance aussi de faire, après le désert, un voyage en voilier, où j'ai traversé l'Atlantique, et ça a été aussi incroyable. Alors, je sais pas, mon cœur quand même dirait peut-être que le désert, c'est peut-être encore plus fou, mais c'est vrai que voilà, les couchers de soleil en mer sont quand même aussi exceptionnels, mais c'est vrai que dans le désert, c'est incroyable. Et justement, le fait d'en fait, de voir déjà le soleil jusqu'au bout. Moi, chez moi, par exemple, où j'habite dans le Var, mais en fait, je ne vois jamais le coucher de soleil, puisqu'en fait, il va se cacher derrière une colline, et je vois pas la fin. Là, jusqu'au bout, en fait, on le voit, et cette boule de feu qui descend, et non, c'est incroyable. Et puis le silence, en fait, aussi. Le fait d'être posé sur une dune et d'être dans le silence total, c'est quelque chose
qu'on goûte pas vraiment, même je pense jamais en fait chez nous, parce que même en mer, justement, ce voyage que j'ai fait en voilier, mais il y a toujours le bruit des vagues, les bruits des voiles, enfin voilà, un voilier ça fait du bruit. Ou alors quand on est sur un bateau à moteur, il y a le bruit du moteur. Là, il y a rien d'autre en fait, rien à part qu'éventuellement le vent, mais c'est tout. Et c'est donc ça rend voilà toute une atmosphère, une énergie particulière qui, je pense, rend encore plus exceptionnel ces couchers de soleil. Et la première nuit, du coup, sous la tente, ça fait peur parce que là vraiment t'es perdu au milieu du désert avec quelques autres personnes, mais t'es un petit peu seul au monde, j'imagine. Et puis la nuit, elle est vraiment noire. Il n'y a que les étoiles pour t'éclairer, il n'y a pas de lumière à l'horizon. Ah ben tout à fait. Alors déjà, on dort pas sous tente. Alors on peut si on a envie, si on a peur, mais de base, la formule classique, c'est à la belle étoile. D'accord. Et moi, j'avais cette idée-là, et je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de personnes, du coup, finalement, avaient cette idée-là aussi, qu'on dormait tous ensemble. Alors je savais que c'était à la belle étoile, mais qu'on dormait tous ensemble, autour du feu, autour du campement, tous ensemble. Pas du tout. En fait, chaque soir, ce qu'on fait avant d'aller admirer le coucher de soleil, c'est qu'on appelle ça la distribution des chambres. Alors, les gens rigolent quand on dit ça, mais en fait, vraiment, on est tous éparpillés autour du campement. D'accord. Pour déjà avoir chacun son intimité. Parce que du coup, c'est là aussi où on va se changer. C'est vraiment en fait notre chambre en fait. Et aussi en fait pour pouvoir s'abriter éventuellement de l'humidité, de la chaleur, des petites bêtes qu'on n'a pas forcément envie de rencontrer. Et en fait, c'est les chameliers qui chaque jour vont nous installer en fait les chambres, enfin vont nous dire vous vous installez ici. Et du coup, on est vraiment tous éparpillés autour du campement. Alors moi, du coup, pour la première nuit quand même, vu que je suis partie avec ma maman, je me suis dit oh première nuit, on va peut-être pas dormir seul. Bah oui. Du coup voilà, j'ai dormi avec ma maman. Donc déjà on était à deux. Après, il faut savoir que moi, comme je disais, j'ai fait beaucoup de bivouac, de randonnée avec mes parents. Du coup, c'est pas quelque chose forcément qui me faisait peur de dormir dehors à la belle toile. J'avais déjà fait. Mais c'est vrai que là, voilà, c'est quand même nuit noire et encore une fois, le fait que ça soit hyper vaste, enfin, je sais pas, il y a pas ce truc un peu cocooning où il y a, voilà, c'est vraiment, on est au milieu, enfin, c'est assez plat. Et Mais vous êtes à combien de distance les uns des autres dans vos chambres, du coup, qui n'en sont pas, hein? Alors, oui, c'est assez variable, ça dépend. En fait, souvent, on pose la question, les chameliers posent la question, est-ce que tu préfères être proche du campement parce que ça te rassure, ou est-ce qu'au contraire, tu veux vraiment vivre l'expérience à fond et être hyper loin? Mais des fois, ça peut être, je pense, peut-être pas une centaine de mètres, mais une cinquantaine de mètres peut-être quand même. D'accord. La personne la plus loin, par exemple. Après, sinon, on est quelques dizaines de mètres les uns des autres, je dirais. Et comment est-ce qu'ils choisissent les emplacements? Ça va être en fonction de la végétation qu'il y a un petit peu? C'est derrière une dune? Comment ils choisissent les emplacements? Ça va vraiment être en fonction du campement et de la météo du moment. Si par exemple il y a du vent, eh ben, on va se mettre en fonction qu'un buisson et une dune va couper du coup le vent pour être abrité du vent. Si c'est en début et en fin de saison où il peut faire encore très chaud, déjà on préfère quand même avoir un petit peu d'air, donc vaut mieux prendre de la hauteur. Donc là on va être au sommet d'une dune, et en plus de ça, les insectes, surtout par exemple les scorpions oui. et même les serpents qu'on n'a pas vraiment envie de rencontrer et qui en plus sont des animaux nocturnes, donc sortent la nuit, du coup eux ne grimpent pas forcément en fait sur les dunes. Donc en fait voilà, on va se mettre en haut d'une dune. Quand il y a de l'humidité, on va plus se mettre un peu dans un creux. Enfin, ça va vraiment dépendre en fait du campement et de la météo, on va dire, du moment. Donc, en fait, c'est une vraie science, c'est une vraie connaissance du terrain. Ouais. C'est impressionnant, ouais. Et j'imagine que c'est des connaissances qu'ils ont acquis année après année, siècle après siècle, en fait, à vivre dans le désert. C'est tout à fait ça, Ouais. oui. C'est vraiment une transmission orale en fait qui se fait de génération en génération, de père en fils, de chamelier à chamelier. C'est toujours en fait les anciens qui guident les nouveaux. On observe ça aussi dans la caravane, du coup, Ouais. donc on marche tous les jours à peu près 3 à 4 heures par jour. Et en fait, c'est toujours le doyen de l'équipe de chameliers qui va ouvrir en fait la caravane et qui va montrer le chemin. Donc c'est un peu symbolique aussi, pour aussi montrer le chemin aux chameliers plus jeunes. 3 heures ou 4 heures de marche par jour. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui écoutent et qui se disent 4 heures de marche tous les jours dans le désert, ça va être hyper répétitif parce qu'en termes de paysage, c'est monotone. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou au contraire, tu as de quoi leur faire changer d'avis? Ah, je peux les faire changer d'avis. Ouais. Déjà,
même si on peut se dire, ouais, c'est toujours le désert, c'est toujours pareil, mais en fait, c'est tellement beau, mais vraiment, c'est tellement incroyable qu'on s'en lasse pas. Et donc, même si c'était vraiment que les mêmes dunes tout le temps, je pense que déjà, moi, en tout cas, personnellement, je m'en lasserais pas. Ça fait plus de 6 ans et je suis toujours aussi fascinée et je peux toujours répéter 15 fois par jour que c'est ultra beau, mais vraiment, même, je pense que je saoule les gens. Pour Mais l'instant, ça au-delà va, de je te ça, rassure. mais au-delà de ça, en fait, on a l'impression que c'est toujours pareil, mais ce n'est pas toujours pareil. Et même les gens sont surpris et le disent d'eux-mêmes. Ah, mais je pensais que ça allait être tout le temps pareil, mais finalement c'est varié. Et chaque jour, en fait, on va découvrir des nouvelles choses. Pourtant, on marche pas énormément, on marche 3-4 heures, mais finalement c'est pas tant que ça en termes de kilomètres, ça va être une dizaine de kilomètres. Donc on s'enfonce pas tant que ça, en fait, une semaine, parce que surtout qu'on fait un aller-retour, donc finalement on n'est pas si enfoncé que ça dans le désert. Mais voilà, des fois, les dunes vont être plus ou moins hautes, plus ou moins espacées les unes des autres. Il va y avoir plus ou moins de végétation. Il y a des petits oasis. Alors, c'est des oasis qui sont asséchés aujourd'hui, mais on a encore les palmiers. Donc, on va rencontrer des palmiers. Des fois, on va être très proche. Des fois, on va les voir au loin. Des fois, on va rencontrer des endroits un peu plus plats, avec des petits cailloux. Enfin voilà, il y a vraiment une diversité de paysages. C'est un petit peu difficile peut-être à décrire comme ça, mais vraiment, chaque jour en fait, on va avoir des paysages différents. Alors on reste dans le désert, on reste dans une terre aride certes, mais en tout cas, vraiment, sincèrement, on a une variété de paysages. Même les campements, chaque campement en fait est différent. Pourtant voilà, c'est toujours comme je disais dans une zone où il y a de la végétation, mais des fois la végétation va être plus ou moins dense. C'est pas tout à fait toujours la même végétation, et ils vont être plus ou moins vallonnés, plus ou moins plats, à côté de dunes, pas un peu plus loin de dunes, vraiment. Pour se visualiser tout ça, tu as un compte Instagram, on le donnera à la fin du podcast pour que les gens aillent voir effectivement les photos que tu postes, parce qu'en plus, voilà, on en parlera à la toute fin, mais effectivement, c'est devenu ton activité aujourd'hui de vivre et de travailler dans le désert, mais on en parlera un petit peu après. Tu as raconté ta rencontre avec le désert, mais il y a une autre rencontre, et celle-ci, cette fois, avec un homme. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les circonstances dans lesquelles ça s'est passé? Ouais. En fait, ça a été, comme je disais, quand on arrivait dans le désert, on s'est embourbé dans le sable avec le 4x4, et du coup, donc, on est sorti du 4x4, et les hommes se sont affairés à essayer voilà, de déloger ce 4x4-là, mais qui voulait pas bouger. Et du coup, finalement, le guide qui était avec nous durant tout le séjour, qui était avec moi dans le 4, avec nous dans le 4x4, dans ce 4x4-là, on était 2 4x4, a appelé du coup 2 chameliers en renfort, puisqu'on n'était pas très loin du campement, pour aider à pousser et à désensabler le 4x4. Et moi, encore une fois, c'était pas du tout mon problème, quoi. Je m'en foutais complètement de leur histoire de 4x4. Moi, j'étais déjà en train de savourer complètement chaque seconde de ce séjour-là. Et du coup, en fait, j'étais de dos à ce qui se passait. Et donc 2 chameliers arrivent, mais j'ai même pas en fait prêté attention, j'ai même pas capté qu'il y avait des chameliers qui arrivent. Et en fait, ce qui m'a un petit peu sorti de ma fascination et de mes selfies, c'est une phrase de ma mère qui m'a choquée en fait sur le moment, qui me dit, qui elle du coup regardait ce qui se passait et qui me dit, eh ben dis donc, plutôt beau gosse les chameliers. Et là je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Moi, en fait, faut savoir que j'avais l'idée que les chameliers étaient genre très très vieux, c'était les vieux de la vieille, un peu des croutons, c'est méchant ce que je dis, j'en sais rien, mais enfin, j'avais cette idée-là où c'était vraiment voilà, des anciens, vraiment des hommes vraiment ridés, burinés par le soleil, et je m'attendais pas à voir en fait potentiellement des jeunes. Et donc je me retourne face à cette phrase qui m'a interpellée de ma mère, et en fait je me retrouve quasi nez à nez du coup avec Wissem. Et là, ça a été, c'est pas du tout cliché, c'est vraiment coup de foudre, c'est littéral. Je saurais même pas expliquer ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. C'était vraiment au premier regard, quoi. Enfin, si je peux dire une phrase que j'ai ressentie vraiment quand nos regards sont croisés, je me suis dit, alors c'est pas très beau, hein, mais je me suis dit, oh purée, je suis dans la merde. Mais vraiment, je me suis littéralement dit ça, parce que je me suis dit, oula, là, ça, je sais pas ce qui va se passer durant ce séjour-là, mais au-delà du désert, voilà, j'ai senti que potentiellement il y allait avoir un virage dans ma vie, quoi. Je me suis dit, ouf, ça va être compliqué de faire comme si c'était rien passé. Et j'ai quand même voulu mettre ça de côté parce que je me suis dit, bah, je suis pas venue là pour ça en fait. Et j'étais venue pour le désert, et du coup, voilà, j'ai un peu mis ça de côté pendant les premiers jours de mon séjour, mais en fait, ça a été plus fort que nous, et en plus, comme ça a été réciproque, bah voilà, donc il y avait des petits regards, voilà, et finalement, bah voilà, au bout de peut-être 3-4 jours, on a craqué. Surtout qu'il y avait ta maman à côté, donc le plan de drague avec ta maman à côté, c'est pas forcément les meilleures conditions possibles. Tout à fait, on est d'accord. Et lui a eu le même coup de foudre en te voyant, la même chose que ce que tu racontes?
Bah oui, ouais, vraiment, ça a été réciproque. Et en fait, bah moi au début, je savais pas. Je me suis dit, mais peut-être, enfin voilà, tu te fais un film. Enfin, je pensais au début que j'étais la seule à avoir ressenti ça. Et du coup, je me suis dit, bah arrête-toi, quoi. Après, j'avais l'impression que je voyais des regards, des petites choses. Mais je me suis dit, mais enfin voilà, tu les inventes parce que tu vois ce que tu as envie de voir. Mais en fait, pas du tout. Et puis au-delà de ça, je me suis dit, mais même, admettons, cette histoire n'a pas d'avenir. Il est chamelier, il est dans le désert 6 mois par an. Toi, tu t'as pas fini tes études. Enfin voilà, j'avais quand même un petit peu déjà des projets, une vie un peu plus ou moins toute tracée. Et je me suis dit, mais c'est pas compatible. Enfin, on parlait pas la même langue, on n'a pas la même culture. Enfin, il y avait tellement un fossé entre nous que je me suis dit, c'est impossible en fait. Même si on a envie, même s'il y a un élan, il y a un appel du cœur, de toute façon, ça pourra pas marcher. Donc arrête-toi. Enfin voilà, ça sert à rien de se faire mal pour rien. Et comment la séduction se met en place en parlant justement pas la même langue, en étant occupé toute la journée avec vous, les balades, lui son travail de chamelier, les gens autour, on parlait de ta maman, mais il y a aussi le reste Oui, tout à du fait. groupe. Comment tout ça se met en Bah, place? ça a été voilà un peu des regards. On a aussi du coup dans le désert, je sais pas, tu vois ce que c'est un chèche? C'est un grand bout de tissu que portent du coup les nomades sur leur tête pour s'abriter du Mhm. soleil, du vent, de tout. Et donc, il nous en offre un le premier jour. Et en fait, je n'arrivais pas à le mettre. Il glissait tout le temps. Et du coup, en fait, à chaque fois, il venait vers moi et il se proposait pour m'aider à le mettre. Et du coup, là, on se retrouvait à 20 centimètres l'un de l'autre. Je gardais tout le temps mes lunettes de soleil parce que je me disais, oh là là, sinon je vais m'évanouir. J'ai l'impression d'être rouge écarlate. Et comme par hasard, mon chèche se défaisait beaucoup quand même. Hein. Donc, même lui qui était censé être professionnel du chèche, comme par hasard, je trouve que comme par hasard, il fallait qu'il le refasse souvent, c'était un petit peu bizarre. Et puis dans le désert, on peut trouver, alors le désert regorge de trésors, et on peut, si on ouvre les yeux, on peut trouver tout plein de choses par terre. Des petits cailloux voilà, particuliers, on peut retrouver des vestiges des anciennes vies nomades, on peut retrouver des petites fléchettes, voilà, des D'accord. anciens peuples. Et du coup, donc, il avait trouvé une fléchette, et du coup, il me l'a offert, et je me dis, on était 11, il aurait pu la offrir à n'importe qui, il me l'a offert à moi, donc je me dis, bon, quand même. Et en fait, là où ça a basculé, c'était le troisième soir, je crois. Euh, Où en fait, en général, j'étais là une des dernières le soir autour du feu, à aller me coucher parce que j'avais envie au maximum, voilà, de profiter déjà de l'instant, mais aussi voilà de Wissem et de tenter un rapprochement. Et en fait, on laisse en fait à chaque fois le feu s'éteindre au bout d'un moment, et du coup il reste plus que les braises, et du coup c'était de plus en plus froid. Faut savoir que il y a des hivers en Tunisie, il y a des hivers dans le désert, et en fait c'est une des périodes les plus fraîches en fait, là où je suis partie, Mhm. et du coup il peut vraiment faire très froid. Pour donner une idée, la dernière nuit, le matin, quand on s'est réveillé, on avait des glaçons dans nos gourdes. Donc vraiment, voilà. Ah oui. Et donc, Oui, donc voilà, ça ça gèle gèle. quoi la nuit. Et c'est Littéralement, ça. ouais. Et donc on se rapprochait, on était au final plus que quatre autour du feu, donc un autre chamelier qui était également assez jeune, Wissem, moi, et une autre des participantes qui était aussi une des plus jeunes. On était donc, moi à l'époque j'avais 22 ans, il y avait cette personne-là du coup qui est suisse, qui avait 27 ans, et sinon tout le reste du groupe était quand même bien plus âgé. Et donc on était, on va dire, les quatre jeunes en fait de l'équipe, du groupe. Et donc on discutait. Et en fait, l'autre chamelier, lui, parlait bien français, donc il servait en fait d'interprète. Et donc on s'est rapprochés comme ça autour du feu. Et finalement, on était tous collés autour de ces braises-là. Et donc on avait les mains autour du feu. Et au bout d'un moment, en fait, avec la fatigue, mes bras ont un peu lâché. Et en fait, je me suis reposée en fait sur lui, sur Wissem. Et sur le coup, par réflexe, Mhm. je me suis dit, non, en fait, voilà. Et après, je me suis dit, bon, bah si, quand même, c'est plutôt agréable. Et du coup, donc c'est comme ça qu'il y a eu un premier contact, entre guillemets, sachant que moi aussi, j'étais un petit peu. Je savais pas trop comment faire, parce que je sais qu'on est dans une culture quand même qui est très pudique, où je savais quand même plus ou moins Mhm. que voilà, les relations hommes-femmes, c'était pas comme chez nous en Europe. Et du coup, en fait, je me suis un peu laissé faire. Et quand lui, il a vu que j'avais une certaine ouverture, c'est un peu lui, on va dire, qui a pris les devants et qui, du coup, a plus tenté un rapprochement. Mais voilà, rien de plus. Hein. Juste après, voilà, on s'est un peu pris la main, mais rien de plus. Après, voilà, on est chacun retourné dormir dans sa chambre. Et en fait, ça a été le lendemain. Le lendemain, il faut savoir que c'était une journée qui a été très difficile pour moi. La journée de marche, en fait, c'est un peu à ce moment-là où j'ai vraiment, je pense, eu un lâcher-prise, où vraiment le désert a vraiment fait son taf.
le désert, c'est un peu un miroir en fait. Donc ça te renvoie un petit peu ce que t'as pas Mhm. forcément envie toujours de voir, mais ça te secoue en fait, hein. Et donc là, ça m'a renvoyé un petit peu tout à la figure, mes dernières années qui étaient pas hyper chouettes, où j'étais pas hyper heureuse, je me sentais pas forcément bien dans ma vie. Et ça m'a un peu renvoyé tout ça dans la tête, cette marche-là. Du coup, ça a été assez compliqué pour moi. Et en plus, il y a eu en parallèle cette histoire avec Wissem où je me disais, mais mince, en fait, qu'est-ce que je fais de ça? Et donc à un moment, Wissem lâche ses dromadaires à un autre chamelier pour pouvoir aller parler avec moi. Et du coup, donc on marche un petit peu en parallèle de la caravane sur une dune. Et donc là, il essaye avec ses quelques mots de français de me dire, bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce que tu ressens? Et moi, en fait, j'étais tellement perdue à ce moment-là que j'arrêtais pas de dire je sais pas, je sais pas, je sais pas, parce que je savais pas quoi lui répondre vraiment, même si je savais ce Mhm. qui s'était passé, mais j'avais pas envie de lui dire pour lui faire un espoir qui au final peut-être voilà. Donc on était le jeudi et le samedi matin, le 4x4 revenait et on partait à Djerba et potentiellement on n'allait plus jamais se voir en fait. Et du coup je me dis ça sert à rien d'aller plus loin, de lui faire espérer quelque chose. Et en fait je vois lui du coup c'est complètement renfermé et du coup il m'a plus parlé pratiquement, enfin voilà, jusqu'à qu'on arrive au campement. Ça a été Ouais, il était Ouais, il a été blessé, hyper quoi. blessé et du coup, moi, ça m'a hyper blessé aussi. Du coup, enfin voilà, c'était mauvais cocktail cette journée-là, mais ça a été un peu pour tout le monde en général. Le troisième ou quatrième jour, c'est un peu un jour, mais pour tout le monde que je remarque là avec les années, c'est un jour un peu de bascule où vraiment là, voilà, ça travaille, on va dire comme on dit, le désert travaille et le repas a été genre en silence, personne ne parlait, donc on était 11. Ouais. C'était très lourd l'ambiance, personne ne parlait. Après le repas, moi j'avais qu'une hâte, c'était voilà qu'on partir et me cacher derrière une dune et pleurer toutes les larmes de mon corps. Voilà, c'était vraiment compliqué. Et à un moment, je me dis non, en fait, il faut qu'on ait une discussion. C'est pas possible. Et du coup, je savais pas trop comment faire. Je me dis, je vais pas aller. En général, les chameliers, une fois qu'on est arrivé au campement, ils restent entre eux, ils font la sieste, ils boivent le thé, tout ça. Et je me sentais pas vraiment d'aller le voir et de dire tu viens avec moi. Et Devant tout le voilà, monde, et du ouais. coup, je me suis dit, bon, on va dire qu'il est un petit peu intelligent et qu'il va comprendre mes signaux. Et en fait, je me suis posée sur une dune qui était assez visible du campement. Et je me suis dit, j'espère qu'il va venir à moi. Et en fait, il a fini par comprendre. Ça a été assez long, mais il a fini par comprendre. Et donc là, voilà, je savais pas trop comment lui dire. Et lui, clairement, en fait, il m'a fait une déclaration. Il m'a fait une déclaration et je m'attendais tellement pas à ça. Enfin, moi, j'ai pas l'habitude. Alors, je veux pas mettre tous les hommes dans le même sac, mais je trouve qu'en général, des fois, les hommes ont un petit peu du mal quand même à ouvrir leur cœur et à dire ce qu'ils ressentent. Ah, ce sont des grands timides. Voilà. Et en fait, lui, pas du tout. Et du coup, ça m'a extrêmement choquée déjà. Et moi, je lui ai dit, mais enfin, comment t'imagines l'avenir en fait? Moi, là, je fais des études. Alors, certes, ça me plaisait pas trop. Et d'ailleurs, faisait partie un petit peu de mon mal-être quand je suis arrivée ici, mais quand même, enfin voilà, j'étais en études, j'avais des projets, je devais partir à Paris pour le début de ma carrière, enfin voilà, et toi, voilà, tu vis dans le désert, on parle pas la même langue, mais il avait quand même, il comprenait assez bien, on va dire, mais parler était très Mhm. compliqué, il parlait plus en mots, on va dire. Ouais. Il parle un petit peu anglais ou pas du tout? Un petit peu, mais alors moi je suis pas très très douée en Ouais, anglais, donc au final valait mieux qu'on d'accord. se débrouille avec le français, je pense que c'était plus simple. Et en fait, donc voilà, moi je dis tout ça, et là en fait il a dit une phrase qui m'a fait complètement basculer. Euh, j'ai été extrêmement choquée en fait de cette phrase-là, et je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Il m'a dit, bah écoute, voilà, moi je vais être franc, voilà, j'ai ressenti vraiment des choses très fortes durant ce séjour-là. Il m'a clairement dit je t'aime en fait. J'étais extrêmement choquée d'entendre ça. Il m'a dit voilà, je t'aime, retourne en France, vis ce que tu as à vivre en France, voilà, fais ta vie. Et quand tu seras prête, moi je serai là. Et je t'attendrai toute ma vie s'il le faut. Toute ma vie. Et du coup là j'ai été choquée, j'ai fait waouh, ok, ok, je. Et là, tu te dis quoi? Là, tu te Ah dis là je suis restée. c'est ce que je voulais entendre ou tu dis c'est un fou, il Je peut pas suis me dire restée ça. bouche bée en fait au début. Je m'attendais tellement pas à ça. Euh, et alors je sais pas vraiment si c'est ce que j'avais envie d'entendre parce que je savais pas vraiment. J'étais vraiment paumée, mais vraiment. Mais en tout Mhm. cas, je me suis dit, en tout cas, ça reste dans ma tête et voilà, je prends note, on va dire. On verra, je n'avais pas de certitude, hein, on s'est fait aucune promesse, hein. Moi, le dernier jour, quand je suis partie, ça a été un déchirement total, mais sincèrement, je savais pas si j'allais le revoir si j'allais le revoir un jour. Je me suis dit, je prends note, je vais voir, je vais rentrer en France, je vais voir comment ça se passe quand je rentre en France. Ce que je sens, je me dis, finalement, c'est peut-être juste, on va dire, je sais pas comment dire, mais une folie passagère, un petit Mhm. amour de vacances et rien de Un plus, voilà. flirt, quoi. Et en fait, non, quand je suis rentrée en France, ça a été
hyper difficile. Je pense que j'ai pleuré quasi 24 heures sur 24 pendant une semaine. J'ai Ah perdu ouais. 3 kilos. Et en fait, je me suis dit, j'arrivais pas. C'était un moment, je me suis dit, ben non, écoute, la raison, et ben non, c'est pas possible, il y a pas d'avenir, c'est n'importe quoi. Tu vas pas tout quitter pour d'un coup aller vivre dans le désert et être chamelière. Ça n'a pas de sens, en fait, c'est n'importe quoi. T'as fait 5 ans d'études, enfin, c'est n'importe quoi. Et de l'autre, mon cœur qui disait, mais si, en fait, enfin, j'ai tellement, au-delà de Wissem, ce que j'ai ressenti dans le désert était tellement énorme. Enfin, moi, en fait, j'ai l'impression que je suis rentrée chez moi quand je suis allée dans le désert, vraiment. Je me suis Hmm. jamais sentie aussi bien, aussi alignée avec moi-même, aussi apaisée que là-bas. Et enfin voilà, je me suis dit, bah si, retourne là-bas, c'est là-bas où est ta place, dans le désert et auprès de cet homme-là. Mais voilà, il y a tout, bah, la société qui, enfin voilà, on n'est tellement pas élevé là-dedans que tu te dis c'est impossible, c'est n'importe quoi. Et donc j'ai été tiraillée comme ça pendant une semaine entre le cœur et la raison. Et au bout d'un moment, je me suis posée et je me dis, tu peux pas faire ça en fait. Tu peux pas, en fait, t'es en train de te détruire à petit feu. C'était horrible, mais vraiment, hein. Ma mère a eu extrêmement peur. Je suis restée chez ma mère pendant une semaine, qui était là à s'occuper de moi et tout. Elle a eu très très peur pour moi. Elle était pas bien du tout non plus, mais heureusement qu'elle était là. Et elle était au courant de l'histoire avec Wissem? Elle comprenait Oui, oui, pourquoi? oui, Oui, bah ouais, ok. tout le monde a compris, hein. On a Hmm. essayé de le cacher, mais pour autant, je pense que ça se voyait beaucoup. On respirait trop l'amour. Et, euh, et donc au bout d'un moment, je me suis posée au bout d'une semaine et je me suis dit, il y a bien une chose que le désert t'a appris. J'ai appris beaucoup de choses dans le désert durant ce séjour-là qui a été, comme je disais encore une fois, extrêmement intense. Mais peut-être la chose la plus importante que j'ai apprise dans le désert, c'était écoute ton cœur. Et c'est quelque chose que je faisais pas en fait, ou très très peu. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui dit ton cœur? Ben ton cœur, il dit, prends un billet d'avion et retourne-y. Et en fait, du coup, j'ai contacté la personne avec qui j'étais partie. En fait, le séjour que j'ai fait, c'était un séjour, plus on va dire une retraite, qui était organisée par une sophrologue. Mhm. Et elle avait dit, vous verrez, ça peut chambouler le désert. Donc moi, j'assure le service après-vente. Donc s'il y a besoin, je suis là au retour. Et du coup, donc je l'ai contactée et elle m'a dit que bah, elle avait un peu vécu la même chose, elle, à son premier séjour. Et elle m'a dit, bah moi, j'ai eu besoin d'y retourner en fait, pour un peu, on va dire, avoir une validation. Et elle me dit, bah, j'organise un séjour dans 3 semaines. T'es la bienvenue si tu veux. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. 3 semaines après, j'ai repris un billet d'avion. Au début, bah, que pour une semaine. Et en fait, plus le séjour arrivait, et plus je me disais, bah, en fait, tu te mens à toi-même. T'as pas besoin d'une validation. Tu sais très bien, en fait, que voilà, tu dois aller là-bas. Et je me suis dit, une semaine, ça va être juste de la frustration, en fait, d'y aller juste une semaine. Hmm. Et vu que j'étais assez disponible, puisque j'avais que mon mémoire à faire et que voilà, j'avais plus de cours en présentiel, j'étais bah, disponible, quoi. Et ben, quelques jours avant le séjour, j'ai annulé mon billet retour, j'ai appelé Wissem et je lui ai dit, il y a moyen que je reste un peu plus, est-ce que, genre, je savais pas, est-ce que c'est possible que je vienne chez toi? Je savais pas comment ça se passait là-bas par rapport à la culture et tout. Et lui m'a dit, bah si, si. Je lui ai dit, mais t'es sûr, demande à ta famille quand même et tout. Non, non, t'inquiète, viens et tout. Et j'ai appris après qu'il avait pas du tout demandé à sa famille et que ça a un petit peu foutu la pagaille dans la famille, mais bon, voilà. Et il était lui aussi très perché, très très haut sur son nuage, et du coup, voilà, il a un petit peu oublié toute sa culture et tout, comment ça se passe là-bas. Et du coup, donc, Tout le voilà, c'est ça. Et protocole. du coup, bah, voilà, j'ai annulé mon billet retour, et finalement, j'y suis restée un mois, donc tout le mois de février Ok. 2019. Et en fait, ça a été la meilleure décision de toute ma vie, et je pense que ça a été un des mois les plus beaux de toute ma vie, où donc j'ai fait 2 semaines dans le désert, et après 2 semaines au village où j'ai du coup bah, pu aussi expérimenter et rencontrer cette vie-là, du coup qui est quand même bien différente de la vie dans le désert. Et ça a été une magnifique en fait validation et que je me dis bah si en fait c'est ça que je veux. Et ça a confirmé parce qu'en fait dès le premier séjour, ouais, à la fin de ce premier séjour, j'étais comme je disais, un petit peu pas très bien dans ma vie, un peu paumée, mes études me plaisaient pas, je savais pas trop où j'allais aller, même si j'avais quand même un projet professionnel, mais bon, qui me plaisait pas tant que ça. Euh, et en fait, là, ça a été limpide. Et je me suis dit, mais ça y est, c'est clair, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. C'est ça que je veux faire. D'une, parce que j'ai envie d'être dans ce lieu la moitié de l'année. Et en plus de ça, j'ai envie d'accompagner des personnes à vivre ce que moi j'ai vécu. Je veux faire connaître le désert. C'est un lieu tellement extraordinaire. Il faut qu'il y ait plus de personnes, en fait, qui vivent ça. Et donc là, ce deuxième séjour a été encore plus une validation où je me suis dit, bah, clairement, je sais pas trop vraiment comment ça va se faire, mais ça va se faire, c'est sûr. C'est tellement une évidence que je sais que je vais faire ça. Comment votre vie amoureuse commune se met en place à partir de
ce moment-là. Je crois que vous allez un peu faire des... Et toi notamment, tu vas faire un peu des allers-retours entre la France et la Tunisie pendant quelques temps. Ouais, bah, pendant 4 ans quand même, donc ça a été quand même très long, ça a Ouais. été douloureux, même si voilà, c'est comme ça, il fallait passer par là et aucun regret, c'est à refaire, on le referait. Mais bah déjà, en fait, avec un passeport européen, français, on peut pas rester plus de 3 mois en Tunisie et en tout cumulé dans l'année, 6 mois. Donc déjà, je pouvais pas passer plus de 6 mois là parce que D'accord. j'avais pas, en fait, je rentrais dans aucune case pour obtenir une carte de séjour tunisienne. Du coup, bah déjà, voilà, je pouvais rester que 6 mois. Et puis Wissam avait aussi sa vie. Enfin voilà, je n'ai pas pu. Alors j'ai quand même fait du coup en 2019 beaucoup d'allers-retours où je m'incrustais en fait dans des séjours, mais voilà, je pouvais pas non plus vraiment, ça se faisait pas trop de m'incruster comme ça dans des séjours. Surtout qu'à chaque fois c'est des séjours qui sont organisés, hein, voilà, comme je disais avec en général des sophrologues, des thérapeutes, des professionnels du bien-être. Donc enfin voilà, c'était un petit peu délicat de s'incruster dans ces séjours-là. Sauf que lui, bah, c'est son métier, et la moitié de l'année, il est dans le désert. Donc c'était un petit peu une Hmm. problématique. Mais voilà, donc j'ai essayé quand même voilà, le maximum. Comme je disais, j'étais assez libre. Donc voilà, j'ai fait beaucoup d'allers-retours en 2019. Et puis après, comme je disais, en 2020, du coup, j'ai fait ce grand voyage-là de 4 mois en voilier. Donc pendant 4 mois, on s'est pas vu. Et puis il y a eu le Covid. Donc ça, extrêmement compliqué, parce que du coup, pendant 7 mois, on s'est pas vu. Donc ça a été vraiment une période horrible de ma vie. Et à partir de là, par contre, je me suis dit, bah non, maintenant, j'ai la possibilité de rester 3 mois et même 6 mois, donc c'est ce que je vais faire. Et du coup, c'est à partir du coup, bah, de 2020-2021 que j'y étais Mhm. vraiment, bah, vraiment la moitié de l'année, donc par séjour de 3 mois. Donc j'y allais 3 mois, je rentrais un mois, 2 mois en France. J'ai retourné et Et tu voilà, repartais. et quand je rentrais en France, bah, du coup, je travaillais, donc j'ai fait des petits boulots par-ci, par-là. J'ai quand même fini par terminer mon mémoire et obtenir mon master en géographie, mais je savais Félicitations. merci, mais je savais pertinemment que j'allais pas l'utiliser, en tout cas dans l'immédiat. Et Wissem pouvait venir un peu en France aussi ou c'était Eh ben compliqué non, pour lui? justement. Il faut savoir que les Tunisiens, mais de manière générale tous les Africains, ne peuvent pas venir en France. En fait, tu peux venir en France uniquement avec un visa, et c'est un visa qui est quasi impossible à obtenir, même un visa touristique, donc même pour un séjour d'une semaine, c'est des visas qui sont Hmm. systématiquement refusés. Et du coup, bah, à partir du moment où on a été mariés, c'est là qu'il a pu faire les démarches et venir en France. Mais du coup, on s'est mariés en 2022, le temps de faire les démarches, ça a pris à peu près 6 mois. Donc il est arrivé en France en mai 2023 pour la première fois. D'accord. Et vous êtes mariés du coup en Tunisie? Ouais, bah oui, obligé du coup. Forcément, ouais. Voilà. Et Forcément. puis de toute façon, voilà, c'était aussi quelque chose qui était important pour moi et qui résonnait parfaitement parce que une fois que j'ai découvert, bah d'ailleurs dès mon tout premier séjour, dès le premier jour, je crois, où j'ai mis les pieds dans le village, il y avait un mariage et j'ai assisté à un mariage et j'ai trouvé ça tellement magique que pour moi en plus, de toute façon, c'était une évidence de me marier dans cette culture et cette tradition-là. Aujourd'hui, comment s'organise votre vie du coup entre deux pays, entre la Tunisie et la France, qui sont géographiquement pas si loin, mais culturellement très éloignés? Comment s'organise votre vie? Et je crois aussi que vous travaillez ensemble aussi, mais Oui. désormais. Du coup, l'idée, le deal qu'on s'est fait du coup entre tous les deux, c'est que objectivement, on se sentait pas, même si moi j'ai eu un énorme coup de foudre pour le désert, pour la Tunisie, objectivement, je me voyais pas y vivre à l'année, parce que moi, quand même, Mhm. l'élan de base, ça a été le désert et Wissem, mais après, j'avais pas forcément bah, l'été, une fois qu'on n'est pas dans le désert, professionnellement, j'ai pas vraiment de possibilités, étant donné que bah, déjà voilà, les femmes ont très peu d'opportunités d'emploi là où on vit dans le sud tunisien. Je parle pas la langue, je suis étrangère, donc je cumulais quand même beaucoup les handicaps pour trouver un emploi, et je me voyais pas 6 mois de l'année rien faire au village et voilà, juste rester à la maison. Je suis quand même quelqu'un de un peu hyperactif, donc voilà, j'ai besoin d'être dans l'action. Hmm. Et puis en plus, il fait très très chaud. Alors je suis sudiste, j'adore la chaleur, j'adore le soleil, mais j'ai des limites quand même. Là, quand il fait 50 Quand même, degrés, ouais. c'est vraiment pas soutenable. En fait, on peut rien faire d'autre qu'être enfermé dans le noir toute la journée. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Du coup, voilà, le deal, c'était de continuer en fait le rythme que moi, en fait, je faisais avant d'être mariés, mais cette fois ensemble, donc de faire les allers-retours ensemble, donc de octobre à avril, qui est du coup la saison des séjours sahariens, donc en Tunisie, et de rentrer à partir du fin avril, mai en France, et ce qui tombe du coup hyper bien, parce que c'est le moment où démarre la saison touristique en France. Du coup, moi, comme je disais, je suis originaire du Var, il y a beaucoup de travail pendant cette période-là, donc c'est très facile de trouver un emploi. Voilà, donc le but c'était du coup finalement d'être saisonnier, donc faire une saison en Tunisie dans les séjours et une saison, on va dire plus dans le cadre touristique aussi, mais en France.
Heu, Après finalement, ça s'est pas finalement, passé comme ça parce Ah, que, bah, voilà, le choc culturel pour Wissem, je savais moi, bah, déjà en étant expatriée la moitié de l'année en Tunisie, que c'est difficile, que même au bout de 6 ans, bah, il y a des fois où c'est pas tous les jours rose. C'est difficile d'être expatrié, on a vraiment des cultures qui sont, vraiment il faut le vivre pour le comprendre très quoi. C'est différente, ouais. extrêmement différent, mais c'est encore plus différent que ce que j'imaginais vraiment. Il y a un fossé vraiment, c'est et du coup, bah, Wissem l'a vécu dans l'autre sens, où bah, voilà, lui, c'est vraiment un. Même si on peut pas vraiment dire que c'est un nomade dans le sens où il est né sédentaire, il a une maison, il est né dans une maison, mais il a quand même depuis très longtemps passé une bonne partie de sa vie dans le désert. Et donc voilà, pour lui, c'est extrême, enfin, c'est très dur déjà d'être éloigné de cette terre-là. Et puis c'est des vies en communauté, et donc là, d'arriver d'avoir seulement moi, c'est très très dur pour lui. Hmm. Voilà, donc il a quand même du mal à se faire à la vie en France. Alors il arrive quand même à trouver beaucoup d'aspects positifs et à profiter. Il adore découvrir des nouvelles choses, il adore le voyage. Donc vraiment ça pour ça, on s'éclate à ce niveau-là. Dès qu'on a des jours par-ci par-là, on part en vadrouille et ça vraiment c'est le kiff total. Mais au-delà de ça, voilà, c'est quand même assez difficile. Et il arrive à bosser, il fait quoi quand il est dans les 6 mois Ouais, Ouais. ouais, bah du coup, il fait de l'intérim. Il fait de l'intérim, donc pour l'instant, en tout cas, il a toujours réussi à trouver du travail et ça se passe bien. Il est quand même assez content des boulots qu'il fait, ça lui change, même si encore une fois, eh ben, il préférerait être dans le désert, parce que c'est pas comparable. Une fois déjà qu'on a goûté à ça, où c'est un travail, on n'a pas vraiment l'impression qu'on travaille. Enfin, c'est tellement incroyable comme métier que c'est vrai que bah, n'importe quelle autre chose à côté peut paraître un peu fade et un peu, voilà. Mais quand même, bah voilà, il rencontre quand même des gens, il s'est fait des collègues. Mais quand même globalement, après finalement, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est allé en France, donc je pense qu'aussi voilà, le temps fera son œuvre et on verra bien, voilà. Donc voilà, et au-delà de ça, donc quand on est en France, comme je disais, on fait les saisons. Et donc depuis, eh ben, c'est tout récent, depuis la saison du coup 2024-2025, donc depuis octobre dernier, on s'est lancé du coup pour lancer nos propres séjours. Donc on a créé Lumière Saharienne. Donc Wissem, lui, travaillait déjà depuis une dizaine d'années du coup avec son frère, qui du coup avait lancé une agence. Donc c'est là dans ce cadre-là, moi, que je suis partie dans le désert la première fois. Donc l'agence Marche Nomade. Et donc lui a continué à travailler après notre rencontre avec son frère. Moi, du coup, j'ai rapidement quand même intégré cette agence-là, où du coup j'ai un peu développé la partie, voilà, le site internet, la communication, les photos, les vidéos. Et voilà, je faisais partie des séjours. Mais au fond de moi, j'avais quand même envie d'un moment de voler de mes propres ailes et de Ouais. lancer voilà mon propre Ton truc. propre projet, ouais. Et voilà, c'est ça. Et en plus, ben, en discutant semaine après semaine avec les participants, je me rendais compte qu'en plus on avait vraiment de quoi se démarquer avec Wissem parce que bah, notre histoire en fait et notre lien, bah, vraiment il fascinait les gens. Et du coup je me dis bah, ça peut vraiment être un plus notre histoire au-delà du désert qui est déjà extraordinaire. Je savais que potentiellement en plus on pouvait se démarquer des autres agences avec notre histoire qui est pas anodine. Et bon voilà, après voilà, ça a fait son chemin parce que voilà, il fallait aussi que moi j'expérimente davantage aussi ce travail-là et que voilà, je sois sûre de moi. Et puis voilà, il y a eu le Covid au milieu, donc compliqué aussi. Et finalement, donc on s'est lancé voilà, en octobre dernier. Et en quelques mots, cette première saison donc de Lumière Saharienne au singulier, hein, Oui, sur Instagram, c'est ça. Lumière.saharienne au singulier, comment elle s'est passée cette première saison? Bah, c'est incroyable. Alors ça n'a pas été facile tout le temps, hein, parce que vraiment de passer de employé à organisateur, bah, il y a vraiment une marche très très haute. Mais bon, on le savait, donc ça a été beaucoup de boulot. Puis moi, je suis assez quand même perfectionniste, donc et puis je donne beaucoup, vraiment, parce que j'ai tellement envie que les personnes soient dans les meilleures conditions possibles pour vivre au mieux cette expérience, que voilà, du coup, voilà, je donne beaucoup. Il faut d'ailleurs que j'apprenne à donner un peu moins, parce que sinon, je vais pas tenir longtemps. Mais donc ça a été très très fatigant, vraiment, mais magique. Enfin, moi, si j'ai un mot à dire, c'est gratitude. C'était incroyable. Alors, on n'a pas fait énormément de séjours parce que bah voilà, on se lance. Donc, je savais qu'au début, on n'allait pas faire la saison complète de octobre à avril. En plus, bah, on a lancé ça au début de l'été, je dirais. Sauf que bah voilà, moi je travaille, je fais une saison quand je suis en France, donc pas forcément le temps de lancer les réseaux, la communication. Puis c'est un monde que je connaissais pas du tout. J'ai fait des études de géographie, donc aucun rapport avec ça. Donc Hmm. pouvoir voilà se vendre, moi je sortais complètement de ma zone de confort. Autant être dans le désert, toute la partie organisation dans le désert, la semaine dans le désert, ça c'est facile, ça je Ça, connais, pas de souci. voilà. Et j'ai l'impression que j'ai fait ça toute ma vie en fait. Donc ça, il y a pas de souci. Mais en fait, se vendre.
Ça, c'est quelque chose qui... Enfin voilà, moi j'ai pas du tout l'âme commerciale, c'est pas du tout mon truc, ça me met mal à l'aise, j'aime pas ça. Donc là, vraiment, ça a été vraiment un aspect qui est difficile et qui l'est toujours. Hein. Là, je suis en train de préparer la saison prochaine et je galère un peu, mais bon, c'est comme ça fait partie, ça fait partie du truc. Mais non, c'était extraordinaire, des rencontres incroyables. On a formé, du coup, au début, on n'avait pas vraiment d'équipe. Donc à chaque séjour, on avait une équipe de chameliers différents. Donc c'était aussi pas facile de jongler avec ça, d'avoir à chaque fois, bon, on savait pas vraiment sur qui on allait tomber. Et finalement, bah voilà, ça s'est hyper bien passé. On a commencé à créer une équipe hyper chouette, une équipe relativement de jeunes, donc on est déjà hyper fiers de ça parce que la profession de chamelier est très vieillissante. C'est un métier qui se perd, même si aujourd'hui dans les villages alentours la culture saharienne est encore très présente, bah, mine de rien c'est quand même de moins en moins transmis cette culture du désert et bah voilà, de charger un dromadaire, de dresser un dromadaire, de se repérer dans le désert, ça se perd de plus en plus sur les nouvelles générations. Et du coup bah voilà, on a du mal à... Bah, y a de moins en moins de chameliers sur le marché et là du coup bah, alors ça a été aussi bah, un petit peu compliqué mais en même temps on est hyper content de ça. On a du coup formé trois jeunes, du coup des amis de Wissem qu'on a embarqués avec nous dans l'aventure et on était du coup aussi hyper fiers en fait de faire ça et de lancer aussi à votre échelle finalement de contribuer à perpétuer ces traditions et cette culture c'est ça, saharienne. Tout à fait. On est hyper fiers de ça et ben en même temps voilà, ça apporte aussi un peu de jeunesse et les personnes aussi sont hyper surprises quand on découvre notre équipe et du coup bah voilà, on a vraiment une complicité et puis comme en plus c'était des amis de Wissem, bah, ils se connaissent bien donc du coup bah ça marche bien quoi. Donc c'est trop chouette. Combien de séjours prévus en 2025-2026 sur la saison prochaine? Alors là, comme ça, à vue de nez, je saurais pas trop te répondre. Ça commence quand même. Je dirais, bah, déjà, on est pratiquement plein tout le mois de novembre. Donc ça déjà c'est cool. C'est cool, ouais. Après on a un séjour en janvier pour l'instant et 2 séjours au mois de mars je crois qui sont prévus. Mais là j'y travaille. Là je suis en fait en discussion avec plein de personnes donc c'est en train. Les dates sont pas encore posées, mais potentiellement là je pense qu'il y a 2, 3 voire même 4 dates là qui vont se poser incessamment sous peu. Et puis je vais continuer tout cet été à voilà essayer de recruter, de trouver. En fait, nous, ce qu'on fait, on est resté en fait dans la continuité de Marche Nomade, du coup, l'agence avec laquelle je suis partie et où travaillait Wissem, de proposer en fait plus des retraites, en fait, des séjours thématiques en collaboration en fait avec des thérapeutes ou des professionnels du bien-être, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que c'est deux choses qui vont extrêmement bien ensemble. On a des séjours qui sont vraiment complets. Alors après, nous, on aimerait quand même ouvrir à plus parce que du coup, ça restreint quand même plus ou moins la cible. Moi, j'aimerais bien que tout le monde vienne dans le désert et pas forcément pour dans le cas d'une retraite à la recherche de quelque chose, d'un mieux-être ou quoi, et juste venir dans le désert pour découvrir le désert, la culture. Mais c'est vrai que du coup c'est un peu plus compliqué parce que là faut trouver personne par personne, alors que là l'idée quand on fait une collaboration avec un thérapeute ou un professionnel du bien-être, c'est que du coup on trouve ce professionnel là et c'est lui qui constitue son groupe avec sa clientèle, sa patientèle. Qui motive, bien sûr. Donc Lumière Saharienne sur Instagram, sur Facebook, sur Google aussi, c'est le premier site qui ressort quand on tape Lumière Saharienne au singulier. Le podcast est bientôt terminé. Juste pour conclure finalement, Madeleine, votre entreprise est en train de bien prendre, de bien démarrer, de bien fonctionner. Vous filez le parfait amour avec Wissem. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce que je vous souhaite pour les prochains mois, les prochaines années? Que ça continue comme ça, vraiment qu'on aimerait vraiment réussir à vraiment lancer Lumière Saharienne et alors peut-être pas faire la saison complète parce qu'encore une fois c'est quand même quelque chose qui est ultra, c'est quand même fatigant, c'est prenant, c'est 7 jours sur 7, mais voilà, qu'on remplisse quand même un peu plus nos séjours parce que c'est vraiment ce qu'on désire le plus profond de nous. On n'a jamais été aussi heureux et aussi à notre place qu'en faisant ça. Et de faire ça en plus ensemble, c'est extraordinaire. Donc voilà, de continuer en espérant que ça fonctionne bien, cette petite entreprise toute jeune mais grandissante. Et voilà, et continuer à faire découvrir cette culture et ce lieu qui est vraiment extraordinaire et qui mérite d'être découvert. Merci beaucoup à Madeleine d'avoir pris le temps de raconter son histoire et sa nouvelle vie. Vous pouvez aller voir le travail qu'elle effectue avec son mari Wissem sur leur site et leur page Instagram,
lumière saharienne. Je vous invite dès maintenant à vous abonner à ce podcast, que vous soyez sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, YouTube ou n'importe quelle autre plateforme d'écoute. Je ne peux aussi que vous encourager à aller visiter mon blog est-en-ouest.fr, Est en Ouest, de vous abonner à mon compte Instagram, cyril.add, et de découvrir mon travail sur YouTube dédié au voyage et à l'aventure. Ma chaîne porte mon nom, Cyril Ardo. Rassurez-vous, tous les liens utiles sont dans la description de cet épisode. À très vite pour une nouvelle histoire.